Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Bonjour mesdames et messieurs, fidèles followers de notre émission, ce magazine Expression. Bienvenue à notre nouveau numéro avec tout le plaisir de tous les jours. Et aujourd'hui encore, pour notre nouveau numéro, nous avons cherché une femme d'exception. Nous recherchons toujours cette exception qu'il y a dans chacun. Chaque peuple, nous pensons bien qu'il contient ces esprits qui guident. Alors, c'est pas évident de connaître tous quand on ne parle pas d'eux. Et aujourd'hui, nous donnons l'occasion à un de ces esprits de parler d'eux, de parler de lui. Alors, cet esprit d'aujourd'hui, c'est Madame Astrid Ilunga, et que je m'en vais saluer. Bonjour Madame Ilunga. Bonjour. Alors, bienvenue à notre plateau de Expression. Merci. Aujourd'hui, nous avons jugé bon de vous permettre de vous exprimer parce que nous pensons que vous avez quelque chose que tout le monde doit écouter. Alors, on commencerait toujours naturellement par vouloir savoir d'abord comment répondriez-vous à la question de qui est Madame Astrid Ilunga? Merci beaucoup. Madame Astrid Ilunga s'appelle Moulaji Kabamba Astrid. Je suis née Moulaji Kabamba Astrid et mariée à Monsieur Ilunga. Je suis devenue Madame Ilunga. Madame Ilunga est une enseignante de formation. Elle a fait la pédagogie. Après la pédagogie, j'ai eu à faire des études où j'ai obtenu, je suis technicienne, j'ai obtenu un diplôme de technicien supérieur en stylisme et modélisme. Je suis mère de 5 enfants et mariée à Monsieur Ilunga. D'accord. Alors, nous aimerions aussi pour vous déjà, nous devons dire que nous vous connaissons dans plusieurs facettes. Voilà qu'à la base vous êtes enseignante, mais après encore les réalisations nous en parlent un peu plus sur vous. Alors pourriez-vous nous dire, je vais d'abord savoir, qu'êtes-vous capable de faire dans la vie? Il nous semble que la liste n'est jamais exhaustive avec vous. Comment vous pouvez résumer vos compétences de ce que vous savez faire dans la vie? Ok, merci beaucoup. J'ai toujours dit que pendant les temps que nous vivons, tant que nous sommes sur cette terre des hommes, nous sommes à l'école de la vie. On dit que pouvoir, c'est vouloir. Quand on veut ou quelque chose, on peut y arriver. Et moi, j'ai toujours aimé apprendre. Partout là où je suis passée, Dieu merci, avec mon mari, j'ai eu à voyager beaucoup. Et dans tous les pays où j'ai été avec mon mari, je ne suis pas sortie de là sans rien. J'ai toujours voulu apprendre quelque chose dans tous les pays où j'ai été. C'est comme ça que je n'ai pas négligé les tout petits métiers. Pour moi, il n'y a pas de petits métiers. Il n'y a pas de sauts métiers, mais il y a des sauts de personnes. Tous les métiers, tant que ça peut vous procurer quelque chose, je pense qu'il faut en profiter. Et moi, j'ai eu à profiter de tout cela. J'ai appris beaucoup de choses. Pas tout, mais j'ai appris ce que je pouvais apprendre et ce que j'ai aimé. J'ai pris ce qui est positif et j'ai laissé ce qui n'était pas positif. C'est-à-dire, dans l'apprentissage, j'ai appris à faire du jus, la fabrication des jus, les jus naturels. Parce que je trouve qu'il faut vivre bio. Tout le monde aujourd'hui chante, tout le monde clame haut et fort qu'il faut consommer bio. Et quand on prend les jus naturels, Vraiment naturels, sans produits chimiques,
là je pense que ça contribue à notre santé. Alors dans ce cadre, j'ai appris à faire beaucoup de jus naturels, j'ai appris à faire du yaourt, j'ai appris à faire la conservation des fruits et légumes par des moyens tout à fait naturels. Je parle du soleil, des produits que nous avons. Pendant qu'il y a l'abondance, on a l'habitude de gaspiller. Et quand vient le moment de la crise ou la soudure, souvent on manque les produits qu'on avait en abondance. Alors qu'il y a des endroits où je suis passée, j'ai appris qu'avec le soleil, nous pouvions conserver. On n'a pas besoin d'avoir des frigos, des congélateurs, mais le soleil seul que Dieu a mis à la portée de tout le monde, nous pouvons profiter pour pouvoir conserver nos aliments, nos fruits et légumes. Pour ne citer que cela. D'autres compétences, apparemment, nous vous connaissons. Il y a le textile, il y a tout ça. Oui. Comme je dis, partout où je suis passée, j'ai appris. J'ai appris à faire aussi la teinture. C'est la transformation du tissu. Je pars d'un tissu tout blanc, je l'imprime, je mets de la couleur, je travaille avec la cire pour faire les batiks. Ça, c'est de la cire toute chaude. C'est de la bougie. Quand je parle de la cire, les gens se demandent la cire, c'est quoi? La bougie que nous utilisons dans nos maisons, je la fonds, j'utilise avec des tampons, je mets des motifs sur les tissus et je mets à la teinture. J'ai des motifs, ça fait comme des pagnes, tout ça. Mais c'est fait main, c'est artisanal. Je ne le fais pas avec une machine, mais je travaille avec mes mains. Votre mari, M. Ilunga, nous connaissons qu'il est président de CEFOPILD. CEFOPILD qui est un centre de formation et de promotion des initiatives locales de développement. Ce que vous faites, ça s'aligne exactement sur des initiatives locales aussi de notre pays. Alors, pourriez-vous nous dire dans combien de structures vous produisez presque, à part CEFOPILD d'abord, CEFOPILD par rapport à ce que vous produisez, comment ça agit? Est-ce que vous y êtes aussi? Ça vous accompagne aussi également? Et les noms de vos labels? Ok. Bon, dans CEFOPILD, je suis dans l'administration et les finances. D'accord. Et toutes les activités que je fais sont couvertes par CEFOPILD. Voilà, ce sont des activités appelées des CEFOPILD. Pour les labels, j'ai Maassi pour l'alimentaire. Les yaourts, les jus, vous trouverez le label Maassi. Et pour les vestimentaires, c'est Assi Fashion. D'accord. Alors, Maassi et Assi Fashion fonctionnent qu'avec vous, vous arrivez à collaborer avec certaines personnes. À la base, Assi Fashion, c'est moi, personne d'autre. C'est exclusif. Bon. Mais je ne travaille pas seule dans Assi Fashion. J'ai quelqu'un qui m'aide, qui s'appelle Billy. C'est une fille que j'ai formée, qui est avec moi, qui est presque mon assistante. Je pense peut-être que vous aurez l'occasion de la voir, elle pourra vous parler de ce qu'elle a appris avec Assi Fashion et avec Maassi. Alors, produire des tissus, c'est pas mince affaire. Des jus, on en découvrira encore aussi la profondeur. Comment mobilisez-vous les moyens pour réaliser tout ça? Je travaille sur fonds propres. Que j'ai, c'est ce que j'utilise pour travailler. C'est comme ça que je travaille artisanalement. Si j'avais beaucoup d'argent, je pense que je ferais des grandes choses, j'ouvrirais des industries, mais là, je travaille sur fonds propres, alors je travaille avec le peu de moyens et puis j'avance. Les tissus, par exemple, je ne fabrique pas les tissus. J'achète des tissus bruts, c'est-à-dire tout blanc. Parce que même cette chemise que vous portez, à la base, c'est du coton tout blanc qu'on amène à l'imprimerie, dans une industrie textile. Et là, on va mettre des tampons, on va lui donner des dessins et tout ça. Et moi, je n'ai pas de machines, je travaille avec mes mains. Je travaille avec mes mains et j'arrive à imprimer sur les tissus.
j'arrive à imprimer sur des t-shirts, j'arrive à imprimer sur n'importe quoi, surtout sur du coton. Je travaille beaucoup plus avec le coton parce que je sais que le coton, c'est un produit qui est facile à porter. Parce que les produits synthétiques, souvent, beaucoup de gens ne supportent pas. Et les cotons passent partout. Du plus petit au plus grand, tout le monde met du coton et on l'imprime plus facilement. Des passages. Le 27 juillet, nous savions bien que vous avez été aussi invité à une, je ne sais pas, exposition ou quel genre de cérémonie, mais pourriez-vous au moins nous parler de cela, puisque je crois que c'est lié aussi à vos labels. Oui, le 27 juillet, il y a eu un festival culturel. La troisième édition. Ce sont des jeunes qui ont organisé, ça c'était la troisième édition, et dans laquelle j'ai participé. Il y a un adage lingala qui dit et ce sont des jeunes qui ont organisé. Nous, les plus âgés, nous avons assisté, nous avons présenté ce que nous faisons. Et il y avait beaucoup de jeunes, ça j'ai beaucoup admiré. Il y a des jeunes, les gens ont des potentialités, souvent qu'on étouffe dans ce pays. Et quand vous arrivez dans les expositions comme ça, vous vous demandez d'où ça vient. Ce sont des jeunes, des petits-enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons qui travaillent avec leurs propres mains, leurs propres initiatives, leurs propres créations. Et vous voyez des choses formidables. Et là où nous avons été, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont visité les stands, qui ont aimé. Ils ont compris quand même qu'il y a des potentiels dans ces pays. C'est-à-dire que ce jour-là, vous avez exposé vos tissus, je crois que cousus par d'autres personnes, ou vos tissus que vous-même, vous avez encore fait de modèles dessus et fait porter au mannequin. Bon, je n'ai pas fait porter au mannequin. J'ai mis les tissus non cousus, mais il y avait aussi des tissus qui sont cousus. Il y a des chemises, il y a des robes, quand j'ai le temps, parce que je ne peux pas être fourré au moulin. Il y a des tissus que j'écoute moi-même quand j'ai le temps et j'expose. Comme je vous ai dit, je suis styliste, modéliste. Il y a des tissus que moi-même j'exécute, j'écoute et j'arrive à vendre. Il y a d'autres aussi, je vends les tissus pour que chaque personne puisse acheter, ceux qui veulent acheter, qu'ils achètent et qu'ils puissent adapter à leur goût. Parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. J'ai fait l'expérience, quand vous vendez des tissus, vous les avez déjà cousus, la personne peut aimer la tenue, mais peut-être la tenue est courte, ou la tenue est longue, ou c'est plus petit, ou c'est plus ample. Alors, c'est le choix à la personne. Je vends le tissu, et les gens achètent et vont fonctionner à leur goût. Et vos réalisations, on aimerait savoir quelles sont vos réalisations. Avez-vous pu réaliser avec, que ce soit Maassi ou Assi Fashion, avez-vous pu réaliser quel genre de réalisations avez-vous d'abord dans votre actif, que ce soit au pays, s'il y en a aussi à l'extérieur du pays, si ça a déjà été fait, Assi Fashion, Maassi avait déjà agi à l'extérieur du pays. Assi Fashion date de longtemps. D'accord, on aurait dû même savoir quand est-ce que ça a commencé. Oui, Assi Fashion, j'ai terminé en 90. D'accord. En 90, j'étais au Burkina Faso. J'ai commencé à participer au concours. Mon premier concours, c'était un concours qui était organisé par une marque de cigarettes, Benson & Hedge. C'était mon premier concours que j'ai participé, c'était un défilé, de laquelle, au bout duquel j'ai eu le premier prix de couture moderne féminine. Après, nous sommes partis dans le cadre du travail de mon mari, nous sommes allés au Sénégal. Et au Sénégal, j'ai organisé moi-même un autre défilé. Et ce défilé-là, j'ai contacté plein de personnes. Il y avait une autre ambassade. Et au Sénégal, il y avait un ambassadeur qui était là. J'ai eu part de mes ambitions, de ce que je voulais faire. Il m'avait encouragé. J'ai appris des choses. Le ministre et la société des textiles du Sénégal, qui s'appelait Sotiba.
avec cette société, j'ai eu gain de cause. Ils m'ont financé, ils m'ont donné du tissu pour que je fasse des défilés. Et j'ai fait un grand défilé, c'était en 96. J'ai fait un grand défilé, j'étais fière parce que j'ai eu à défendre les drapeaux de mon pays. Nous sommes très loin là, 96. 96. Ah, c'est très loin. Mais ce n'était pas seulement, c'était pas le seul. Il y a eu d'autres défilés que j'ai fait après. Il y a des Amina, quand vous regardez, vous trouvez Madame Ilunga. Ah d'accord, depuis l'époque déjà, Amina parlait de vous. Oui, Amina parlait de moi. Au Sénégal, on n'avait jamais... Disons, on parlait du Congo, c'est toujours dans la danse. Quand il y a des mauvaises choses, on parle du Congo. Et moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, le Congo, c'est un grand pays. Il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de têtes dans ce pays-là. Et avec les professeurs internationaux qui étaient sur place, parce que mon mari est professeur international aussi, on s'est mis d'accord. On a fait une semaine sur le Congo. Nous sommes passés à la télévision. On est passé sur des radios. On parlait de la culture au Congo. Moi, j'ai parlé de la mode au Congo. Et il y a une autre grande dame que vous connaissez, je cite en passant Maman Kabedi, qui a parlé de la cuisine au Congo. Parce qu'elle, elle avait un restaurant congolais. C'était l'unique restaurant qui était au Sénégal. Et moi, j'avais le seul salon de couture qui était au Sénégal pour le Congo. Ce qui m'a poussé à faire ces défilés-là, c'est que le Congolais ou la Congolaise, quand je vois sa façon de s'habiller, et moi je m'habille en tant que Congolaise, j'étais toujours dans mes deux pagnes avec ma camisole bien cintrée. Et les gens admiraient beaucoup. Les gens m'interpellaient en cours de route. Ils voulaient savoir où est-ce que je faisais coudre mes jupes. Je dis, mais non, ce ne sont pas des jupes. Moi, je porte des pagnes. Il dit, mais c'est pas possible. Comment vous me dites que c'est un pagne? Comment vous le nouez? Moi, j'ai dit, ça, c'est un art. Ça vient du Congo. Et ça m'a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas parler de mon pays, montrer comment les gens s'habillent chez moi? Et là, mon mari m'a encouragée. J'ai commencé à faire des démarches. J'ai été sponsorisée par Sotiba et j'ai fait un grand défilé de mode. Et là, on a parlé vraiment du Congo. J'ai eu des femmes des ministres, j'ai eu des femmes des fonctionnaires internationaux qui étaient des passages là-bas de tout le pays et qui sont venus. Et même quand les femmes faisaient coudre leur tenue, par exemple la camisole chez moi, je leur montrais comment nouer les deux pagnes. Et c'est un art que nous avons. Je pense que même nos enfants aujourd'hui, nos filles, ne le savent pas. Ils négligent ça. Pourtant, ça fait la particularité de la Congolaise. Et j'ai eu à comparer la Congolaise et la Sénégalaise, parce qu'à ce moment-là, j'ai vu au Sénégal. La Sénégalaise, elle était distinguée par sa façon de nouer son foulard. C'est un art. Avec son boubou, très élégante, tu vois la Sénégalaise. Et une Congolaise avec ses deux pagnes, camisole cintrée, mais vraiment ça fait maman congolaise et ça faisait tellement beau. Voilà. Et notre ambassade, vous avez fait appel, comme vous avez dit, vous avez parlé de cette exposition aussi à notre ambassade au Sénégal. Oui, l'ambassadeur était là. Il était vraiment impliqué dans l'organisation. Ah d'accord, c'est ce que je voulais... Il était impliqué dans l'organisation. Il en était fier parce que c'était une grande première. Ok, comme ça, même en parlant de la femme congolaise qui ignore un peu pas mal de choses, ou qui néglige, qui n'ignore pas, mais qui néglige pas mal de choses. Je voulais savoir d'abord aussi, par vous-même, par vous, la façon dont les choses avancent. Là où nous sommes aujourd'hui, un peu comme si on était enfoncé un peu plus dans les difficultés. Que reprochez-vous à la femme congolaise? Trouvez-vous sa part des responsabilités aussi dans certains échecs de notre pays? Bon, reproche non. Reproche non.
peut-être un petit rappel. Je D'accord. vais rappeler les femmes congolaises à se mettre sur pied, à se réveiller, à vouloir travailler, à ne pas oublier nos cultures. Je reviens un peu, tout à l'heure je parlais des pagnes. Quand tu demandes aujourd'hui aux filles de porter les pagnes, elles disent, mais ça s'apprend, ça s'apprend. Ce qui me fait plaisir, des fois le 8 mars, journée de la femme, mais je vois tout le monde en pagne. Ça me fait plaisir. Ça fait la joie de voir une femme qui attache son pagne. On n'a pas refusé, on porte des robes, des jupes, des pantalons, mais on ne peut pas oublier que la femme congolaise et le pagne, ça fait deux. Moi, je ne reproche pas la femme congolaise. Moi-même, je porte les pagnes, je porte les robes, je porte des jupes, je porte des pantalons. Mais, quelque part, on ne doit pas oublier d'où nous venons. Et nous devons soutenir cette culture. Vous trouvez que la femme doit tout simplement se rappeler de la culture et ça avancerait beaucoup de choses? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce que je ne veux pas, c'est la dépravation des mœurs. Parce que même si nous devons porter des robes, porter des pantalons, portons des choses qui sont des tenues décentes. Il ne faut pas porter des tenues qui nous laissent, qui nous dénudent ou qui nous laissent un peu, qui diminuent notre respect envers les autres. Nous devons rester nous-mêmes. Avec Mama Assi et Assi Fashion, quelle est la vision que vous avez, les objectifs que vous vous assignez pour Mama Assi et Assi Fashion? Assi Fashion, Mama Assi. Comment le voyez-vous à l'avenir? La vision que vous voulez, ce que vous voulez que ça atteigne? Voilà, pour moi, je voudrais que ça aille de plus en plus, que ça avance, que je puisse répandre ma connaissance à beaucoup de personnes, que je ne puisse pas mourir avec ma connaissance. La connaissance que j'ai, je préfère la partager avec les autres. Je ne suis pas égoïste. Ce que j'ai, j'aime partager. Et j'aimerais que tout le monde apprenne, que toutes les femmes apprennent à faire beaucoup de choses et que chacun, à son tour, puisse transmettre à sa descendance ou à d'autres personnes pour que nous puissions vraiment arriver à une autonomie. Voilà. Parce que ce que nous faisons, des fois, c'est des choses que nous vendons. Et quand on vend, on a de l'argent. Et cet argent nous procure à manger et on arrive à atteindre l'autosuffisance. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, par là, j'aimerais savoir, comment comptez-vous aider la jeune femme congolaise pour qu'elle adopte la mentalité que vous trouvez appropriée pour son épanouissement? La femme congolaise doit travailler. La femme congolaise doit travailler. Et vous comptez l'aider comment? En l'apprentissage, comme je viens de le dire tout à l'heure. La formation. Pour celles qui veulent. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un. Si quelqu'un veut travailler, quelqu'un veut apprendre, moi je pense que je suis ouverte. Je suis prête à apprendre, à partager ma connaissance. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Il faut encore que la personne sache que vous êtes là, prête à leur sortir de leur ignorance de certains jours. Peut-être que vous êtes prête à leur apprendre quelque chose. Voilà. Il y a des informations qui passent. Ceux qui ne savaient pas, ou ceux qui ne savaient pas, peuvent, à travers cette émission, connaître qu'il y a telle personne qui fait telle ou telle chose. Voilà. Les émissions, les médias et tout ça. Il y a aussi Facebook, il y a WhatsApp et tout ça. Nous mettons nos connaissances là-dessus et les gens peuvent toujours entrer sur le site et puis voir ce que les gens font. Dernièrement, j'ai assisté à un concours. C'était sur Facebook. Moi, j'étais étonnée de voir que moi, je suis au Congo et les gens qui sont en Australie ont suivi ce qui se passe au Congo. C'est pour vous dire que les choses roulent tellement vite avec les médias aujourd'hui. Alors, si les gens veulent apprendre, on va aller entrer les médias comme ça ou une interview. On peut toucher la personne, voir ce qu'on peut faire, ce que la personne peut vous apprendre.
Nous entrons encore dans votre... ça, c'est carrément dans la guerre de toutes les femmes actuellement. On parle de l'émancipation et la parité. Bon, je voulais savoir quel est votre entendement de ce combat de la femme pour l'effectivité de ces deux concepts, parité, émancipation. Quoique je dis toujours, je suis très à l'aise avec l'émancipation que la parité. Personnellement, je suis toujours... Pourquoi? Bon, l'émancipation, c'est une capacité de la femme de se prendre en charge, sans dépendre de l'autre, de l'homme. Oui, ça, je suis d'accord en tout cas. Sans dépendre de l'homme, de son partenaire masculin. Tout dégénère apparemment Oui. au niveau de la parité. Voilà. Mais la parité, quand on parle de la parité souvent, les femmes veulent se comparer aux hommes. Ils veulent se mettre au même niveau d'égalité. Moi, je suis chrétienne, j'ai pris. Je sais que la parité, c'est pas mauvais. C'est vraiment à la mode maintenant, hein, la parité. Comme c'est la parité, hein. C'est bien de parler de la parité. Mais quand vous allez plus loin, à la création, Dieu a créé d'abord l'homme. C'est à partir de l'homme que Dieu est allé prendre la cote pour faire la femme. Alors maintenant, quand nous parlons de la parité, je pense qu'il faut quand même doser les mots. Je ne suis pas contre, mais vous allez voir que même dans les sociétés, on parle de la parité. On a le même diplôme, mais on veut toucher la même chose. C'est très bien. Hein? En tant que femme, le vrai moment, moi femme, j'attends famille. Je vais accoucher, je prends mon congé de maternité. Pendant tout ce temps, l'homme continue à travailler. Et quand je reviens, je vais réclamer, je vais avoir la même chose que l'homme. Quand l'enfant est malade, je prends un congé, je vais m'occuper de l'enfant. C'est vraiment une grande, grande, grande responsabilité. Je refuse parce que je suis maman, je sais de quoi je parle. Je ne veux pas sous-estimer l'homme ou je ne veux pas dire que je dois être au même niveau que l'homme. Ça, peut-être les gens vont me dire, mais non, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Parce que nous avons accouché. C'est bien. Je prends un exemple tout à fait banal. Il y a des choses, quand on vous demande par exemple, ah, venez, on va soulever ces poids ici, on va les mettre là-bas. Non, 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 mais belle mais non, pourquoi? S'il y a la parité, nous devons tous faire la même chose. Ah. Nous devons tous faire la même chose. Alors qu'il y a des moments où on dit non, oh, ça, nous allons nous bailler. Nous sommes au salon voter. Tu vois? Déjà là, nous disons quelque chose et son contraire. Nous disons quelque chose et son contraire. Mais sur le plan intellectuel, ça c'est autre chose. Il y a des femmes qui sont même plus que les hommes. Je pense que vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a des femmes qui sont plus que les hommes. Alors, pour son effectivité, pour que ce combat-là réussisse de l'émancipation et de la parité, mais je crois, prénom de l'émancipation encore, je vois trois acteurs. Il y a l'homme qui a, disons, qui a aussi sa partition à jouer. Il y a la femme qui a sa partition à jouer. Il y a les dirigeants d'un côté. Alors, pour son effectivité, que doit faire l'homme? Que doit faire la femme? Que doivent faire les dirigeants? Je pense que là, nous sommes complémentaires. Exactement. Nous sommes complémentaires. On ne peut pas faire avec l'un et pas l'autre. Les deux réunis, nous faisons bien les choses. Alors, on ne peut l'homme, pas se passer de l'autre. surtout quand je dis comme ça, c'est que je veux, il faut que cette émancipation ne soit plus un dérangement ni pour l'un ni pour l'autre. Que ce soit ce mot parité, que ce soit que ça ne soit pas mal compris ni par l'un ni par l'autre. Voilà pourquoi je veux dire, pour qu'on atteigne cela, l'homme doit faire quoi pour qu'il ne soit plus gêné par l'émancipation ou la parité? Et la femme doit faire quoi pour qu'elle ne gâche pas tout?
avec l'émancipation et la parité. Et les dirigeants, eux, à leur tour, que doivent-ils faire, les initiatives qu'ils peuvent peut-être mettre en place pour que cette question ne soit plus une question gênante pour ni l'un ni l'autre? Là, comme je disais que c'est vraiment c'est un concept d'actualité, on en parle beaucoup. Je pense qu'il faut juste se comprendre. Il faut savoir se tolérer. Il ne faut pas que l'homme écrase la femme parce que c'est une femme. Ou que la femme dise, parce que moi je suis femme, je suis minoritaire, on doit faire tout pour moi, on doit me comprendre. Même quand il y a quoi que ce soit, on dit parce que c'est la femme, on doit la favoriser. Donc moi je pense qu'il faut qu'il y ait une compréhension. Et avec ça, je pense que ça pourra passer. Ok. Vous êtes en quelque sorte aussi un acteur, pour ne pas trop féminiser le rôle, pour dire une actrice économique. Que trouvez-vous bon selon vous à faire pour vaincre la pauvreté d'après les concepts du président? C'est-à-dire, que trouvez-vous bon à faire pour vaincre la pauvreté? Et ici d'ailleurs, d'abord, c'est possible d'y arriver. Si vous trouvez ça d'abord possible d'y arriver, comment pourrons-nous combattre la pauvreté dans notre pays? Avec vraiment des éléments de base. Par où devons-nous commencer? Selon votre propre entendement, quand vous écoutez la conception, le concept, comment vous-même vous le sentez réel? Bon, vaincre la pauvreté, je pense que c'est un gros mot. C'est vraiment bien. Il faut vaincre la pauvreté. Parce que toute personne aspire au bien. Mais dire qu'on va vaincre la pauvreté, ce n'est pas demain la veille. Hein. Mais nous pouvons déjà commencer. Nous pouvons commencer. C'est pour cela que je dis qu'il faut que chacun de nous puisse se mettre au travail. Parce qu'on ne viendra jamais frapper à votre porte pour vous donner à manger. Comme ce que j'entends ici, papa le bac, le peuple d'abord, c'est bien. D'abord, il faut penser aux autres. Mais on n'a pas dit que quand on pense aux autres, vous restez bras croisés et ça vient tomber à votre porte, ou bien on frappe à votre porte pour dire voilà, on vous apporte à manger. Non. Faites déjà quelque chose et quand on verra que vous faites quelque chose, on peut vous donner un coup de pouce. Je suis en train de travailler. Nous avons de la terre ici chez nous. Nous avons la pluie qui tombe en abondance. Il y a des pays qui n'ont pas la pluie. Nous avons la pluie. C'est une grande c'est une grande participation pour notre développement. Nous avons la pluie, les autres n'ont pas la pluie. Avec la pluie que nous avons, avec l'eau que nous avons, nous pouvons l'utiliser, nous pouvons la canaliser pour pouvoir produire. Et si chacun de nous, même dans ma parcelle ici, j'ai un petit lopin de terre, 1 mètre carré, j'ai mis quelques légumes et tout ça, je pense que je vais déjà commencer à combattre la faim. Je ne parle pas seulement de la pauvreté, la faim. Parce que si la personne mange à sa faim, c'est déjà beaucoup. Quand on mange à sa faim, on peut voir, on peut penser à avancer. Mais si déjà dans ma maison je ne mange pas à ma faim, ne me demandez pas de voir plus loin. Je ne peux pas voir plus loin. Je ne mange pas à ma faim. Je vais aller chez le voisin, je vais aller voler, je vais aller tricher et tout ça. Alors que si je suis déjà rassasiée, je pense que je vais penser maintenant à autre chose. Donc, je sens que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que avant de vouloir parler de développement au niveau d'infrastructures, tout ça, on devait commencer d'abord par cultiver la terre et élaguer d'abord, ou éliminer d'abord la faim. Et après cela, on aura la facilité de mieux affronter les choses. Bon, les infrastructures, on ne peut pas les mettre de côté. Nous avons des pays, pas des pays, nous avons des villages, là où les gens ne font que l'agriculture. Ces gens produisent. S'il n'y a pas l'infrastructure, ces produits vont pourrir en brut. Alors que s'il y a l'infrastructure, les routes sont bonnes, les gens qui vont produire, il y aura des véhicules qui vont passer, qui vont acheminer les produits qu'ils ont produits vers les grandes villes, comme ici nous sommes, et nous allons acheter.
Ce n'est pas tout le monde qui pourra cultiver. Il y en a qui cultivent, il y en a qui vont acheter. Ou il y en a qui cultivent, nous n'allons pas tous cultiver la même chose. Il y en a qui font des arachides, il y en a qui font le maïs, il y en a qui font plein de choses. Et ça sera, on va s'interchanger. Et avec l'infrastructure, je pense que ça va de pair. D'accord. C'est pas facile à deviner, mais sauf qu'elle est encore vite. Et nous voilà presque à la fin. Avez-vous quelque chose à dire qui ne s'est pas figuré dans notre questionnaire? Et par l'occasion, si vous avez un message un peu phare à lancer à tous ceux qui vous suivent, parce qu'il y a plein de personnes qui aspirent vraiment au changement, qui aspirent au bonheur, mais tout le monde ne connaît pas comment y arriver. Alors, si vous avez un dernier mot à dire, c'est là. Placez quelque chose que nous avons peut-être manqué à demander. Vous regardez la caméra et vous leur adressez cela. Ok, moi je demanderais à mes compatriotes, pas seulement les femmes, hommes et femmes, je demanderais à ce que nous puissions nous mettre au travail. Le travail nourrit son homme. Nous avons été dans plusieurs pays, particulièrement les pays de l'Afrique de l'Ouest, où les gens n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas de pluie, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais quand vous arrivez là-bas, les gens cultivent. Vous trouvez plein de tomates sur le marché, vous trouvez beaucoup de salades. Et les Congolais ne connaissent pas la tomate. Pardon, ne connaissent pas la salade. Quand tu donnes la salade à un Congolais, tu dis, mais n'allez ma titi pour l'année. Il faut préparer. Parce qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas dans notre culture. Et il n'y en a pas. Quand tu veux acheter la salade, concombre et autres, il y a une catégorie de personnes qui mangent les concombres, qui mangent la salade. Ce n'est pas tout le monde qui mange ça. Tout simplement parce que les gens n'ont pas eu cette culture, n'ont pas eu la culture du palais. Alors je demande à ce que mes parents puissent travailler. Que nous puissions travailler, qu'on puisse produire en abondance. Si nous produisons en abondance, je venais de le dire tout à l'heure, nous avons le soleil qui peut nous aider à conserver. Nous avons la tomate, la période des tomates, on a beaucoup de tomates, ça pourrit. Mais prenez la tomate, coupez-la, mettez au soleil. Pendant 3-4 jours, vous avez la tomate séchée. Et la tomate séchée, vous pouvez la garder pendant 6 mois, 7 mois, avant que vous ne soyez à court. Et tout ça sont des technologies que les gens peuvent apprendre, que moi j'ai eu à apprendre. Au Burkina Faso, par exemple, on sèche la tomate, on sèche la mangue, on sèche toutes sortes de choses, tous les légumes, tous les fruits que nous mangeons, on peut les sécher et puis les employer pour un temps plus long. Alors, moi je demanderais à ce que nous, Congolais, que nous puissions nous travailler. Et les autres pourront nous appuyer. N'attendons pas que la manne tombe du ciel. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, fidèles followers, tout a été dit. Aujourd'hui, nous avons eu pour vous cette femme d'exception, comme on l'a dit. Vous avez entendu. Vous comprenez à quel point il y a une catégorie de gens qui passent le temps à se plaindre. Et il y en a encore une autre catégorie qui agissent avec ce qu'ils ont. Maman Astrid nous a appris tellement beaucoup de choses. C'est vrai qu'elle en connaît tellement beaucoup. Et si vous avez l'occasion, si vous voulez en savoir un peu plus sur elle, vous pouvez toujours nous écrire ou nous appeler. On ne cessera de vous mettre en contact et comme ça, vous profiterez un peu plus de ce que vous n'avez pas entendu par l'émission. Et nous avons tout le plaisir. Abonnez-vous comme d'habitude. Vous aurez des nouvelles de chaque numéro qui arrivera. Alors, moi personnellement, je vous dis merci. Et à Madame Astrid, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout répondu à des questions qui préoccupent bien la grande partie de nos followers. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. En tout cas, je vous suis très reconnaissante. Ça sera notre mot de la fin.